en venant d'Alsace pour accéder au plateau lorrain par le col de Saverne, Phalsbourg, une ville de garnison fortifiée du XVe siècle, un verrou sur la route de Paris. La porte allemande vers l'est, c'est qui le grand homme ici? Le général Mouton, né à Phalsbourg, fils du boulanger, devenu officier comme volontaire dans l'armée de la République. Général avec Napoléon Ier, il sera maréchal de France et pair de France sous la monarchie restaurée. L'ami Fritz, la plus connue des narrations d'Erckmann-Chatrian. Fritz Kobus, un rentier de 35 ans, après s'être juré de ne jamais se marier, tombe sous le charme d'une toute jeune fille. Le monument Erckmann-Chatrian. À gauche, Émile Erckmann, né en 1822, à droite Alexandre Chatrian, de grand soldat, en Lorraine francophone. Levée en masse populaire pour la défense de la patrie et de la République. La cantinière Madame Thérèse mène l'assaut. Drapeau tricolore au vent. La maison natale, où les parents tenaient une épicerie. Le lycée, à l'époque appelé collège. À l'âge de 10 ans, Émile entre à l'internat à quelques pas de la maison familiale. Ma captivité de Babylone, écrira-t-il. La rue Émile Erckmann, sans le monument érigé en 1922. L'enseignement reçu ne passionne pas particulièrement Erckmann. De la grammaire et encore de la grammaire, des règles et des règles, le tout sans explication, des mots et encore des mots. Bref, on nous avait rendus stupides. Il y aura tout de même un bon maître, qui jouera un rôle important. Émile était étudiant en droit à Paris quand Alexandre Chatrian est entré au collège, d'abord comme élève puis comme surveillant. Monsieur Perrault les connaissait tous les deux, car il s'était renseigné auprès de lui en matière d'écriture. Il leur aurait conseillé de collaborer. Les principaux romans ont paru dans les années 60. Nous sommes dans la seconde moitié du XIXe siècle, très marquée par l'antisémitisme. En 1922, pour le centenaire de la naissance d'Erckmann, un seul article sur 116 évoque sa profonde amitié envers les Juifs et les Bohémiens. Il était très lié au rabbin de Phalsbourg. L'hôtel de ville, également musée.
C'est ici que Joseph Bertha, le conscrit boiteux de 1813, a passé le conseil de révision. Deux auteurs donc, sous une signature, une singularité littéraire. Erckmann rédige les manuscrits, Chatrian corrige et s'occupe à Paris de l'impression et de la diffusion. C'est lui essentiellement qui adapte les versions théâtrales. Le conscrit de 1813, Joseph Bertha, blessé à la bataille de Lutzen, est évacué sur une charrette. C'est en traversant Caillac que je vis toutes les horreurs de la guerre. Le village ne formait plus qu'un monceau de décombres. Les toits étaient tombés. Les pignons, de loin en loin, restaient seuls debout. Il n'y avait pas jusqu'aux pauvres animaux qui n'eussent un air d'abandon au milieu de ces ruines. Et ces grandes fosses d'une demi-lieue, où tous les gens du pays travaillent à la hâte pour empêcher la peste d'achever la destruction du genre humain. Je les ai vus aussi du haut de la colline de Caillac. Et j'en ai détourné les yeux avec horreur. Oui, j'ai vu ces immenses tranchées dans lesquelles on enterre les morts. Russes, Français, Prussiens, tous pêle-mêle. Comme Dieu les avait faits pour s'aimer avant l'invention des plumées et des uniformes, qui les divisent au profit de ceux qui les gouvernent. Ils sont là, ils s'embrassent. Et si quelque chose revit en eux, ce qu'il faut bien espérer, ils s'aiment et se pardonnent, en maudissant le crime qui, depuis tant de siècles, les empêche d'être frères avant la mort. Mais ce qu'il y avait encore de plus triste, c'était la longue file de voitures emmenant les pauvres blessés. Ces malheureux dont on ne parle dans les bulletins que pour en diminuer le nombre, et qui périssent dans les hôpitaux comme des mouches, loin de ceux qu'ils aiment, pendant qu'on tire le canon et qu'on chante dans les églises pour se réjouir d'avoir tué des milliers d'hommes. Les casernes, comme à l'époque. Le jeune Émile était souvent confié à la garde d'autres personnes. Parmi elles, des vétérans comme les capitaines Florentin et Vidal. De leurs récits et de leurs carnets de route, le futur auteur puisera la matière de ses principaux romans. Vivre comme le bon Dieu en France, dit l'adage populaire outre-Rhin. On pourrait ajouter comme en Alsace. C'est là que le folklore et le côté gastronomique du récit L'Ami Fritz a été exploité de manière un peu exclusive. Ce qui fait que les Lorrains, Erckmann et Chatrian soient considérés, à tort, comme alsaciens. Mais un restaurant Erckmann-Chatrian a toute sa place à Fasbourg. À quoi reconnaît-on la véritable amitié? Peut-être à sa capacité de survivre aux disputes. Fritz Kobus, un rentier de 35 ans, a décidé de ne jamais se marier. Mais il y avait surtout le vieux rabbin David Sichel, le plus grand arrangeur de mariage qu'on ait jamais vu en ce bas monde. Il y avait surtout ce vieux rabbin qui s'acharnait à vouloir marier Fritz. Et le pire, c'est que Kobus aimait beaucoup ce vieux David. Aussi n'avait-il pas de plus grand plaisir que de voir de près ou de loin le vieux Rebbe avec son chapeau râpé penché sur le derrière de la tête, son nez crochu barbouillé de tabac.
et du plus loin qu'il l'apercevait dans la rue, il lui criait d'un accent nasillard, imitant le geste et la voix du vieux Rebbe. « Hé, mon bel juif, comment ça va-t-il? Arrive donc que je te fasse goûter mon Kirschenwasser. » Le rabbin aimait bien boire un petit verre. Il causait en yiddish des affaires de la ville, du prix des blés, du bétail et de tout. Et c'est dans un de ces moments où la conversation sur les affaires du jour s'épuise que la physionomie du vieux Rebbe prenait un caractère rêveur, puis s'animait tout d'un coup d'un reflet étrange et qu'il s'écriait « Kobus, connais-tu la jeune veuve du conseiller Romer? Sais-tu que c'est une jolie femme? Oui, une jolie femme. Et vraiment, Kobus, elle est bonne et gracieuse, et puis elle a de l'esprit. Elle est, selon les paroles du Cantique des Cantiques, comme la rose de Saron et le muguet des vallées. Elle est encore 1000 fois plus belle, répondit en riant Kobus. Seulement, raconte-moi le reste. Elle veut se remarier. Oui. Ah bon, ça fait la 23e. La 23e que tu refuses de ma main, Kobus. C'est vrai, David, avec chagrin, avec grand chagrin. Je voudrais me marier pour te faire plaisir, mais tu sais... Alors le vieux Rebbe se fâchait. Plus le vieux rabbin se fâchait, plus Fritz riait. Allons, mauvais juif, assieds-toi, vidons encore un petit verre de ce vieux Kirsch. Que ce Kirschenwasser me soit du poison, disait le vieux Rebbe fort dépité, si je reviens encore une fois chez toi. Et la tête raide, il descendait l'escalier en criant. C'est la dernière fois, Kobus, la dernière fois. Et le lendemain, ou le surlendemain, David revenait à l'appel de Kobus. Il se rasseyait à la même table, et de ce qui s'était passé la veille, il n'en était plus question. L'apprenti horloger Joseph Bertha et futur conscrit de 1813 doit régler l'horloge de l'église. Mais on ne voit pas d'horloge. Erckmann l'aurait-il inventé? D'ici, Joseph, qui a le vertige, peut apercevoir la maison de sa bien-aimée. Là-bas, le long de la route, le village de Quatre-Vents. Phalsbourg, en Lorraine germanophone, plutôt conservatrice. Phalsbourg, parfois une bourg. Cette petite ville est à la source d'une œuvre littéraire nettement progressiste. Éloge de la Révolution française, tolérance et amitié envers les minorités, pacifisme, condamnation de l'ogre Napoléon. Les héros des romans ne sont pas les dirigeants, mais des paysans, des artisans et compagnons, des médecins de campagne, de simples gens de Lorraine, qui vivent et jugent les péripéties de l'histoire de leur point de vue.